J'ai commencé à lire votre livre lors d'un vol entre Regina et la maison, il n'y a pas si longtemps. Vous avez exposé de manière convaincante le concept selon lequel nous avons le pouvoir d'innover en posant des questions. Mais la question qui m'a trotté dans la tête était « Les gens vont-ils en profiter pour poser des questions? » Pourquoi croyez-vous que les gens chercheront à maîtriser le pouvoir du pourquoi? Ce que j'espère, c'est que les gens lisent le livre ou m'écoutent lorsque j'en parle et comprennent qu'il n'y a rien de révolutionnaire ici. En fait, vous l'avez lu, donc vous le savez, il n'y a rien dans ce livre que vous ne sachiez pas déjà. Je me suis contentée de le présenter sous un jour nouveau pour vous rappeler du potentiel énorme que vous avez, que nous avons tous, et j'espère que l'argument le plus convaincant est que même en faisant un petit effort, vous améliorerez votre vie. Cet enseignement vous rendra probablement plus connecté à ce que vous faites, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, et cela a le potentiel de vous rendre plus heureux. Et c'est un petit peu comme cela dans tout ce que tu entreprends lorsque la récompense est immédiate. J'espère que les gens y penseront, feront un essai et prendront conscience que c'est amusant, que c'est quelque chose qu'ils voudront continuer à faire. Vous m'avez mentionné que vous aimeriez devenir architecte, et c'est intéressant parce que nous avons tous vu dans des émissions de télévision, par exemple American Idol, des gens dire lors d'une entrevue « J'ai toujours voulu devenir chanteur et ma mère m'a dit d'ignorer tous ceux qui disent que je n'y arriverai pas et de foncer. » Et évidemment, on découvre avec stupéfaction qu'ils sont franchement mauvais. Dans le monde des affaires et dans votre vie personnelle, comment trouvez-vous l'équilibre entre l'idée de vouloir devenir architecte et le fait de savoir que ce n'est pas vraiment votre plus grand talent? Comment quelqu'un peut-il faire la part des choses lorsque, d'une part, il entend « Poursuis ton rêve » et d'autre part, il découvre qu'il n'est pas fait pour cela? La raison pour laquelle je raconte cette histoire est que j'ai décidé de devenir architecte lorsque j'avais 9 ans et personne ne m'a jamais demandé pourquoi. Personne ne m'a demandé qu'est-ce qui t'intéresse dans l'architecture. Discutons-en, assurons-nous que tu fais ce choix de carrière pour les bonnes raisons. Il y a un an, j'ai finalement eu cette conversation longtemps après avoir découvert que je n'étais pas faite pour devenir architecte. Lorsque quelqu'un m'a demandé pourquoi, il était évident que ce que j'aimais dans l'architecture était lié davantage aux personnes et à leur utilisation de l'espace, à leurs interactions aussi. Cet intérêt me rapprochait plus du journalisme et de la narration que des immeubles et de leur conception. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que nous devons enseigner à nos enfants. Il faut les laisser prendre des risques et ne pas avoir peur de l'échec. Cela fait partie de l'approche. Nous devons leur enseigner à poursuivre leurs rêves, à s'y accrocher, à ne pas écouter les critiques de notre petite voix intérieure. Mais en même temps, j'ai découvert que si notre choix ne nous semble pas juste, si quelque chose ne nous rend pas heureux ou ne colle pas, c'est probablement parce que notre choix n'est pas le bon et que nous ne serions peut-être pas aussi bons dans cette profession que dans une autre. À mon avis, cela revient à mettre en doute nos hypothèses de départ. Les jeunes enfants vous diront aussi qu'ils rêvent de devenir avocats. Posez-leur des questions. Qu'est-ce qui vous attire dans le droit? Est-ce que ce rêve ressemblera même de loin à ce que vous ferez réellement plus tard? Vous mentionnez la productivité, et je ne veux pas faire fausse route, mais vous dites qu'il s'agit du plus grand problème économique auquel nous faisons face. Sans contredit. Donc, vous vous adressez aux agriculteurs au Forum du financement agricole. Il s'agit d'un groupe de personnes ayant entendu parler de productivité au cours des 5 dernières décennies et qui y ont adhéré sans faute. Le progrès de la productivité en agriculture, même à l'été de 2012, ont été remarquables. Dans certaines parties du Canada, nous avons subi 2 mois de sécheresse et nous avons produit malgré tout 185 boisseaux de maïs dans l'Est. Pouvez-vous clarifier ce que vous entendez par productivité? Encouragez-vous les gens à innover ou à être productifs, ou est-ce la même chose pour vous? Ce sont 2 aspects d'une même réalité. L'innovation et la productivité sont littéralement la même chose. Vous avez l'un, vous obtenez... Juste pour vous interrompre, j'aimerais savoir si la productivité est distincte de la recherche du profit. Il s'agit de 2 choses distinctes, mais l'un mène à l'autre, et les gens le font pour faire un profit. OK. Ainsi, la raison pour laquelle les agriculteurs sont productifs est qu'ils ont tendance à avoir un esprit d'entrepreneuriat. Ils ont tendance à avoir des entreprises de taille modeste et la plupart des entreprises de petite taille sont productives. Au Canada, ils sont au moins aussi productifs que les entreprises aux États-Unis, en Suède, en Israël et dans certains pays parmi les plus productifs de la planète. Il y a aussi le fait que lorsqu'une organisation grandit, sa rentabilité rencontre certaines difficultés. Je dirais que nous devrions observer nos plus grosses fermes et se demander si elles sont toujours productives. Je ne connais pas la réponse à cette question, mais je sais que les plus grandes entreprises arrêtent d'être productives et se retrouvent dans un état de peur de l'échec qui les amène à ne plus prendre de risques parce que les choses sont correctes comme elles sont. En quelque sorte, vous ralentissez, alors il est tout à fait logique, à mon avis, que si un agriculteur a la possibilité de voir le lien entre l'investissement qu'il s'apprête à faire et le gain attendu, il continuera à faire ses investissements parce qu'il est aussi un homme d'affaires à petite échelle. Je pourrais affirmer qu'un agriculteur pourrait ne pas chercher à maîtriser le pouvoir du pourquoi, pour les raisons que vous avez invoquées, à cause de la peur de la réponse.
Une ferme ou un ranch ressemble à beaucoup d'entreprises. Vous possédez un capital énorme qui est, dans certains cas, lié aux immeubles, aux terres, à l'équipement et aux procédés. Oui, Poser des questions comme « dans quoi sommes-nous bons » ou encore effectuer une analyse FFPM ou autre, cela peut nous permettre d'arriver à la conclusion que le changement est coûteux. Comme vous le savez, une ferme est généralement conçue pour accomplir une seule tâche à grande échelle. c'est vrai. Donc, je crois qu'il s'agit de mon principal problème. Le changement est coûteux. Alors, pourquoi voudrais-je changer? Le but n'est pas de dire que nous devrions douter de chaque hypothèse. Je travaille à la CBC et je suis supposée m'informer des nouvelles puis les présenter. L'idée n'est pas que je devrais remettre en question ce que je fais. Il s'agit de mon emploi, je dois le faire et c'est la seule conclusion. À mon avis, le pouvoir du pourquoi correspond pour beaucoup d'entre nous à la résolution de problèmes. Votre objectif est peut-être le même, mais la ferme doit se concentrer sur un seul objectif, produire la même chose. Mais il s'agit d'une manière de faire qui pourrait changer. Il y a peut-être des choses que vous faites et vous avez arrêté de vous demander pourquoi vous les faites encore. Il y en a un nombre étonnamment grand dans notre vie personnelle et dans notre vie quotidienne au travail. Si nous nous arrêtons un instant et nous demandons « Pourquoi est-ce que je fais cela?», nous pourrions découvrir qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration. Cela ne signifie pas pour autant que nous devrions tout jeter par la fenêtre. Ce n'est pas le message que je souhaite passer. Le message est le suivant. Si nous innovons constamment, nous aurons tous notre manière personnelle de faire les choses, d'améliorer nos habitudes et nos comportements. Je veux juste que les gens fassent tourner leur cerveau un peu plus, participent davantage et le fassent en réfléchissant un peu. Dans ce livre, vous parlez de quelques PDG américains qui dirigent des filiales d'entreprises canadiennes. Il y a donc des interactions entre les Canadiens, plutôt polis, et les Américains qui sont, disons-le, agressifs. Oui, Voici le résumé de quelques-uns de leurs commentaires. Ils ont dit que la politesse nuit à la résolution de problèmes. Un autre a dit « le problème est d'or ». Et un autre a dit que dévoiler les problèmes est une bonne chose. Finalement, ils affirment que les Canadiens ont tendance à éviter soigneusement ce genre de conversation. Qu'avons-nous appris de ces commentaires? ma conclusion est qu'un élément de nature culturelle nous retient peut-être. Les Canadiens sont doux, aiment la bonne entente et n'aiment pas causer de problèmes. Ce trait culturel nous a servi de plusieurs manières, mais il nous empêche souvent de dire notre manière de penser, car nous avons peur d'avoir l'air idiot. Cela se produit régulièrement dans les entreprises de ce pays. Je gage que si vous prenez un propriétaire de ferme moyen au hasard et le transplantez dans une grande entreprise, il aura la même réaction que ses PDG américains. Ce n'est pas une question de nationalité, mais de comprendre ce qui se produit lorsque la pensée commune s'installe. Lorsqu'ils font partie d'un groupe, les entrepreneurs ne font pas d'obstruction et je vois tous les agriculteurs comme des entrepreneurs. Ils ne peuvent pas se permettre d'en faire. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être poli et d'éviter le risque si vous tentez de diriger une entreprise. Je crois qu'il est question ici de notre comportement collectif. Nous devons permettre aux gens de faire des erreurs et de dire des choses avec lesquelles nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous devons douter de nos hypothèses de départ. Dernière question. Vous donnerez des conférences au Forum à l'automne 2012 et au début de 2013. Pouvez-vous nous donner un aperçu du message que vous transmettrez lors de ces conférences? Eh bien, mon principal enseignement est que le Canada a un problème de productivité. Il s'agit d'un problème au niveau national. Mais j'espère sincèrement que les gens apprendront quelque chose lors de ces conférences, qu'ils comprendront que nous sommes des innovateurs dans nos propres vies, chacun à notre manière, et que cela a le potentiel de nous rendre heureux. Nous obtenons une meilleure productivité, mais ce qui compte vraiment, c'est le bonheur qui vient avec. J'apprécie le temps que vous nous avez consacré. Je vous remercie, ce fut un plaisir.